Dans votre livre Jihad Made in USA, vous vous interrogez sur les liens qui existent entre les États-Unis et le djihadisme. Avez-vous trouvé des réponses? Oui, bien sûr, on a trouvé des réponses. Donc bon, il faut peut-être d'abord préciser que c'est un livre d'entretien avec Mohamed Hassan, donc qui est un ancien diplomate éthiopien et qui est un spécialiste de la région du Moyen-Orient et de la Corne de l'Afrique. Donc c'est lui qui répond dans le livre. Et donc les liens entre le mouvement djihadiste. Bon, il y a tout d'abord évidemment l'Afghanistan dans les années 80. Donc il faut savoir qu'à l'époque les États-Unis avaient soutenu Ben Laden pour combattre les soviétiques en Afghanistan, parce que c'était à l'époque donc c'était la guerre froide et la stratégie des États-Unis était de combattre tous les gouvernements qui étaient jugés trop proches de l'Union soviétique. Donc c'était le cas de l'Afghanistan à l'époque. Et contrairement aussi à ce qu'on a cru longtemps, ils ne sont pas intervenus en réaction à l'intervention de l'Union soviétique en Afghanistan. En fait, l'artisan de cette stratégie, qui s'appelle Brzezinski, qui était un conseiller du président Carter à l'époque, a expliqué plus tard qu'ils avaient fait exprès de créer des troubles en Afghanistan pour provoquer une intervention de l'Union soviétique. Et ce qu'il disait lui-même, c'était qu'il fallait donner aux soviétiques leur guerre du Vietnam. Donc, parce que les États-Unis sortaient de la guerre du Vietnam qui leur avait mis un sacré coup, une guerre qui avait duré longtemps, et donc voilà. Vous pouvez me répéter le nom? Vous pouvez me répéter le nom de Brzezinski. Brzezinski, d'accord. Brzezinski Zbigniew, donc il est originaire de l'Europe de l'Est au départ. Si vous voulez, je vous l'enverrai après. Donc voilà, le mouvement djihadiste s'est développé comme ça. Donc après, bon, je vais peut-être pas développer ici, enfin je sais pas si ça va faire une trop longue réponse, ou alors vous couperez vous-même ce que vous semblez bon. Donc à l'époque, voilà, la CIA, Al-Qaïda travaillaient ensemble. Puis après, il y a eu la guerre du Golfe. Les troupes de Saddam étaient au port de l'Arabie Saoudite. Et là, Ben Laden a proposé à la famille royale d'Arabie Saoudite de lever une armée pour protéger l'Arabie Saoudite, ce que la famille royale a refusé. Ils ont préféré faire appel aux États-Unis, et ça a beaucoup frustré Ben Laden. Et donc, progressivement, en fait, Ben Laden après s'est retourné contre la famille royale d'Arabie Saoudite. Il a aussi remarqué, donc les djihadistes en fait ont une stratégie, ils distinguent l'ennemi proche et l'ennemi lointain. Donc leur ennemi proche c'était l'Arabie Saoudite, et ils disaient mais l'Arabie Saoudite tire sa puissance du soutien qu'ils ont de l'ennemi lointain, les États-Unis. Donc c'est comme ça qu'après ils ont commencé à attaquer les intérêts des États-Unis. Il y a d'abord eu un attentat contre une ambassade en Afrique, je pense, je ne sais plus c'était où. Et après évidemment il y a eu les attentats du 11 septembre. Alors après les attentats du 11 septembre, évidemment, il y a la guerre contre le terrorisme de George Bush. Et alors là, cette guerre fait évidemment beaucoup de tort à Al-Qaïda. Et en 2002, il y a même un ancien responsable des renseignements français, Alain Chouet, qui explique au Sénat que sur le plan logistique, Al-Qaïda est mort en 2002 dans les grottes de Tora Bora. Donc là, on est en 2002. Et plus ou moins une dizaine d'années plus tard, la mouvance djihadiste est revenue en force, plus forte que jamais, plus forte que ce qu'Al-Qaïda elle-même était à l'époque. Et donc là, il faut s'interroger comment. Alors, on en vient maintenant entre les liens à nouveau entre les États-Unis et les djihadistes. Il y a tout d'abord eu la guerre en Libye. Donc en Libye, il y a eu soi-disant un mouvement de protestation dans l'Est. Donc effectivement, l'Est de la Libye avait une contradiction historique avec le pouvoir central à Tripoli, parce que le roi qu'avait renversé Kadhafi venait de cette région-là, et donc il y a toujours une contradiction. Donc effectivement, dans le sillage de ce qu'on a appelé le printemps égyptien et le printemps tunisien, il y a eu ces mouvements de protestation. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que dès le début, les États-Unis ont soutenu ce mouvement de protestation. Or, dans l'est de la Libye, c'était même reconnu par les États-Unis, c'était un sanctuaire de djihadistes. Il y a un document de l'Académie militaire de West Point qui date de 2007, donc c'est bien avant le soulèvement en Libye, qui dit que oui, l'est de la Libye est vraiment un sanctuaire de djihadistes. Très bien. Donc les États-Unis se sont appuyés sur ces combattants-là. Il faut peut-être préciser aussi, ce que Mohamed Hassan analyse dans le livre, c'est qu'en fait,
la guerre d'Afghanistan et la guerre d'Irak ont été un total fiasco pour les États-Unis. Oui. Obama a fait campagne sur le retrait d'Afghanistan et d'Irak. Donc évidemment, il ne pouvait plus engager une nouvelle guerre directe en envoyant des soldats sur le terrain, etc. Et donc ce que Mohamed Hassan explique, c'est que avec Obama, on a ce qu'on appelle le retour du soft power. Donc le soft power, c'est plutôt que d'envoyer ces soldats sur le terrain, on va utiliser des groupes sur place qu'on va financer, qu'on va armer pour mener des guerres de proximité. C'est ce qui s'est passé en Libye en fait. Ils ont utilisé, en sachant très bien qui étaient les combattants sur place, c'était les djihadistes. Il y avait un amiral, ça l'explique aussi dans le livre, un amiral de l'OTAN, je pense, qui dit oui, il y a des djihadistes en Libye, mais ils ne combattent pas en tant que djihadistes, ils combattent à titre personnel. Évidemment, c'est une grosse blague, il faudra expliquer comment ils le font, personnel, pas en tant que djihadistes. Alors après, donc, il y a eu déjà ce premier point en Libye, et puis ça a continué en Syrie, en fait. Donc en Syrie aussi, il y a au départ des protestations spontanées, donc il faut tenir compte du contexte, en Syrie, pardon, je dis en Libye, je sais plus. En Syrie, il y a des protestations donc de personnes, parce qu'en effet, il manque de liberté et surtout des mesures économiques qui avaient été prises ces dernières années, à partir du début des années 2000, qui avaient vraiment plongé dans la pauvreté toute une partie de la population. Donc les gens sont descendus manifester. Mais à partir de là, ce mouvement de protestation légitime a été récupéré pour plonger la Syrie dans la guerre. Et là, à nouveau, la première stratégie d'abord des États-Unis et de leurs alliés, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie, ça a été de plonger la Syrie dans une guerre confessionnelle en essayant de monter la majorité sunnite, 70% je pense, contre la minorité alawite en disant regardez, le pouvoir il est exclusivement aux mains des alawites et donc voilà. Ils ont essayé de faire un clivage comme ça. Un clivage qui devait aussi se répercuter au niveau de l'armée nationale. Même si les postes clés de l'appareil politique syrien sont occupés par des alaouites, le corps de l'armée est majoritairement composé de sunnites. Il y a aussi des officiers sunnites d'ailleurs. Et donc, ce qu'ils espéraient, c'est en faisant cette guerre confessionnelle, c'est que les sunnites allaient retourner leurs armes contre le gouvernement. Mais ça ne s'est pas passé. En fait, il y a eu quelques défections, des déserteurs. Et effectivement, certains ont rejoint l'armée syrienne libre, donc les rebelles, mais beaucoup ont aussi quitté le pays. Et puis, il y en a aussi évidemment beaucoup qui sont restés. C'est ça que d'ailleurs, ça a commencé en 2011, en 2015, l'armée syrienne est toujours debout. Donc, on voit que tous les Syriens ne sont pas tombés dans le panneau. Dans le panneau, oui. Et donc, là, à nouveau, pour combattre l'armée syrienne, ils n'ont eu d'autre choix que de s'appuyer sur des djihadistes. Alors, il faut aussi préciser qu'au début, on nous a dit que les États-Unis soutenaient seulement les rebelles modérés, pas les extrémistes, donc pas les djihadistes. Or, tous les experts objectifs qui ont suivi la guerre en Syrie le disent, cette distinction entre rebelles modérés et djihadistes, concrètement sur le terrain, n'existe pas. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'il y a un rebelle syrien peut combattre un jour sous la bannière de l'armée syrienne libre, et le lendemain sous la bannière du Front al-Nosra. Il y a beaucoup de transferts entre les différents groupes. Des transferts qui s'expliquent aussi par la situation sur le terrain, par le soutien que reçoivent les différents mouvements rebelles, etc. Et donc voilà, le rebelle syrien qui fait la guerre, s'il voit que dans tel groupe on est mieux soutenu, mieux armé, mieux payé aussi, il va changer de groupe. Exact. Et donc voilà, sur le plan idéologique, la distinction entre le modéré et le rebelle n'existe pas. Et il faut aussi préciser que ceux qui sont censés être modérés, donc l'armée syrienne libre, ne le sont pas tant que ça. J'imagine que vous vous souvenez des images de ce rebelle qui avait fait semblant de manger le cœur d'une de ses victimes. Non, je crois que ce ne sont pas. Ce bonhomme combattait au sein de la brigade Al-Farouk, qui est une branche de l'armée syrienne, donc soi-disant les modérés. Donc voilà, on peut se poser des questions sur les modérés. Donc ça, les États-Unis ne pouvaient pas ne pas savoir que le soutien se faisait plus pour les djihadistes, que le plus gros de la rébellion syrienne était composé de djihadistes. Ça ne les a pas empêchés de continuer à soutenir la rébellion syrienne. Donc voilà, aujourd'hui, le lien entre les djihadistes et les États-Unis. D'accord. À vrai dire, vous avez déjà répondu à ma deuxième question par rapport à la Syrie, mais
Oui, mais Moi, si jamais il faut que je précise d'autres choses, je sais pas. oui, oui, non, mais moi je voulais vous poser la question de savoir que l'opinion publique ne sait pas très bien ce qui se passe dans le monde arabe. Et puisque votre livre, vous avez parlé de l'Égypte et de la Syrie, bon, ça a pris une grande partie de votre livre. Oui. Ce qui se passe vraiment en Égypte. En Égypte. Donc oui, en fait, on avait... il n'y a pas de lien direct, si ce n'est que toute la région, en fait, est en train de subir de grands bouleversements. Oui. Mais disons qu'avec Mohamed Hassan, on avait réalisé quelques années auparavant la stratégie du chaos. Oui. Où là, ouais, c'est ça. Et donc là, on analysait la situation dans plusieurs pays arabes, pas tous, malheureusement. On avait peut-être pensé faire un deuxième volume après, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Oui. Et donc, il y avait un chapitre sur l'Égypte dans celui-là. Évidemment, entre-temps, la situation avait beaucoup évolué parce que quand le livre est sorti, je pense que Moubarak venait juste de tomber. Donc on s'est dit, bon, puisqu'on refait un livre, on va également faire le point sur la situation en Égypte. Donc, vous voulez que je vous explique un peu son analyse par rapport à la situation actuelle en Égypte? Oui, exactement, oui. Okay. Très bien. Donc, alors, après la chute de Moubarak, il y a eu des élections et ce sont les frères musulmans donc, qui ont gagné avec l'élection de Morsi. Alors, pourquoi les frères musulmans ont gagné? On peut revenir tout d'abord à la révolution de Nasser dans les années 50, qui renverse le roi Farouk, les officiers libres. Donc Nasser développe en Égypte le nationalisme arabe. Donc le nationalisme arabe, c'était une horreur pour les États-Unis pour deux raisons principalement. La première, c'est que avec le nationalisme arabe, Nasser disait voilà, les richesses qui sont dans les pays arabes appartiennent aux Arabes. Or évidemment, les États-Unis, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir piller les richesses des pays dans le Sud pour leur multinationales. Donc ça, c'était la première contradiction. La deuxième contradiction, c'est que Nasser, avec le nationalisme arabe, disait peu importe que vous soyez chrétien, juif, musulman, sunnite, chiite, etc., vous êtes arabe. Et ce qu'il voulait aussi, avec le panarabisme, c'était rassembler tous ces peuples qui avaient été, dont les frontières avaient été découpées arbitrairement par le colonialisme. Oui. Si le projet avait été jusqu'au bout, on se serait retrouvé avec soit un grand pays ou soit une grande fédération, en tout cas, de pays arabes au Moyen-Orient, qui aurait mené une politique en disant, voilà, on utilise nos richesses pour nos propres intérêts. Donc ça aurait aussi été une horreur pour les États-Unis. Alors on peut dire que les États-Unis, en tant que puissance néocoloniale, ont toujours appliqué la stratégie diviser pour régner. Oui. Le nationalisme arabe disait on va s'unir pour régner. Donc voilà, là, c'est la deuxième contradiction. Donc pour lutter contre ça, les États-Unis ont donné leur soutien total à leurs principaux alliés dans la région, dont l'Arabie saoudite. Et ce qu'ils ont voulu faire, en fait, c'est pour combattre le nationalisme arabe, proposer une alternative aux autres peuples de la région, parce que le nationalisme arabe de Nasser était assez populaire dans la région. Ils ont dit, non, le nationalisme arabe, c'est pas bien, l'islamisme, c'est mieux. C'est mieux. Oui. Alors, l'islamisme en lui-même, il y a aussi toute une partie sur ça, je ne sais pas si on en parlera après. L'islamisme en lui-même n'est pas tant un problème, il peut avoir des formes d'islamisme très progressistes. C'est ma question, c'est ma prochaine question. On en parlera après alors. Oui. Donc voilà, ils ont érigé l'islamisme contre le nationalisme arabe de Nasser, en jouant aussi sur le fait qu'il y a une contradiction en Égypte entre Nasser et les frères musulmans, évidemment. Parce qu'ils étaient ensemble au moment de faire la révolution contre le roi Farouk et contre les Britanniques, en fait, parce que l'Égypte était toujours sous la main des Britanniques malgré l'indépendance officielle. Et les frères musulmans à l'époque étaient aussi, s'inscrivaient dans un certain combat anticolonial. Et une fois que le roi a été renversé, là il y a une contradiction entre Nasser et les frères musulmans parce qu'ils n'avaient évidemment pas du tout le même projet pour une Égypte libre, notamment sur le fait qu'ils n'accordaient pas la même place à la religion dans l'Égypte, vu que le nationalisme arabe de Nasser, même si Nasser reconnaissait que l'islam était une composante essentielle de la culture arabe, Nasser voulait développer un État laïque. Oui. Et donc là, il y a une grosse contradiction avec, il ne faut pas le cacher, une grosse répression de la part de Nasser contre les frères musulmans. Donc beaucoup ont quitté l'Égypte. Alors après,
Il faut dire, il y a eu la guerre de 6 jours qui a entamé un petit peu la popularité de Nasser. Nasser, oui. Et après, évidemment, il est mort. Et alors là, après, Sadat succède à Nasser. Et Sadat va être racheté en fait par les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour complètement tourner le dos à l'héritage de Nasser. Et ceci va amorcer progressivement le déclin du nationalisme arabe en Égypte. Exact. Et même dans toute la région. Il y aura encore évidemment des pays qui se réclameront du nationalisme, mais ça va quand même, l'islamisme du coup va monter en puissance au détriment du nationalisme arabe. Et alors, votre question de départ, du coup, j'ai oublié, c'était... C'était par rapport à ce qui se passe en Égypte en ce moment. C'est ça, oui, voilà. Alors, c'est ça, oui, voilà. Quand ça tourne le dos à Nasser, évidemment, le nationalisme, malgré la mort de Nasser, est encore populaire auprès des Égyptiens. Et en plus, Sadat propose de faire tout l'inverse de ce que faisait Nasser. C'est-à-dire qu'il fait la paix avec Israël, il ouvre l'économie multinationale, etc. Vraiment tout l'inverse de Nasser. Et alors, pour faire passer la pilule, on va dire, ça date juste de cette contradiction historique qu'il y avait en Égypte entre le nationalisme et les frères musulmans, et il va progressivement réintroduire l'islamisation de la société égyptienne, et il va notamment faire revenir les frères musulmans en Égypte. Et alors ça, c'est avec Sadat, c'était aussi avec Moubarak. Les frères musulmans étaient autorisés à revenir. Évidemment, ils ne pouvaient pas trop se montrer trop gourmands, c'est-à-dire vouloir occuper des postes importants au sein de l'appareil d'État, etc. Mais ce que les frères musulmans vont faire, en fait, la politique d'ouverture de Sadat va vraiment plonger beaucoup d'Égyptiens dans la misère. Il va brader en fait les richesses du pays aux multinationales. Et tous les Égyptiens qui vont devenir de plus en plus pauvres vont en fait tomber dans les bras des frères musulmans. Parce que ceux-ci, ça ils étaient autorisés à le faire, ils vont devenir un vaste réseau de charité, des mouvements, des groupes sociaux, etc. Et donc, comme ça, les frères musulmans vont se constituer une base sociale importante. Alors qu'à côté de ça, les autres mouvements d'opposition, plus progressistes de gauche, etc., eux sont toujours évidemment réprimés, il y a une tolérance, on ne pouvait pas rester le pouvoir en place. C'est ce qui explique finalement qu'après la chute de Moubarak, la seule force d'opposition vraiment organisée et qui disposait d'une base sociale importante, c'est les frères musulmans. Voilà, ce qui explique que Morsi a été élu. Cependant, il y avait évidemment toujours cette contradiction entre les frères musulmans et l'armée égyptienne, qui était représentée par Tawek Moubarak et qui est représentée aujourd'hui par Sisi. Et donc, ce qui s'est passé après avec le renversement de Morsi. Morsi, oui. C'est Sisi qui a mené le renversement, c'est Morsi qui a été renversé. C'est que l'armée, finalement, ne veut pas laisser complètement le pays aux mains des frères musulmans et entend reprendre ses privilèges. Alors évidemment, il faut pouvoir faire passer le fait que ce soit, même si le visage est différent, finalement ce sont les mêmes qui restent au pouvoir, les mêmes de l'époque de Moubarak, c'est-à-dire l'armée, qui contrôle vraiment le pays en Égypte, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Et là, à nouveau, Sisi va jouer cette contradiction entre islamisme et nationalisme. Mais bon, évidemment, il se réclame de l'héritage de Nasser, mais c'est pas le plus beau côté de Nasser qui revendique en réalité, parce que tout ce qu'il fait, c'est réprimer les frères musulmans, mais il continue quand même à s'aligner sur les États-Unis, maintenir la paix avec Israël, il n'entend pas développer une économie nationale et laisser les Égyptiens disposer de leurs propres ressources. Donc, on ne peut pas dire que, en tout cas à l'heure actuelle, il ne donne pas des signes de ça, que Sisi est un vrai nationaliste arabe. Il donne pas de signes, vous dites? Oui, qu'il est un vrai nationaliste arabe, c'est-à-dire qu'il va remettre en cause le pillage des multinationales en Égypte et il continue pour l'instant en tout cas à s'aligner sur la politique des États-Unis par rapport à Israël. Et en fait, je termine juste, les États-Unis par rapport à tout ça, ce que Mohamed Hassan explique, c'est que finalement les frères musulmans ou l'armée ou Sisi, donc, les deux faces d'une même médaille, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre n'entendent remettre en cause les deux principes les plus importants pour les États-Unis, qui sont l'ouverture économique de l'Égypte pour les multinationales occidentales et la paix avec Israël. Oui. Très bien. Vous parlez d'islamisme et vous dites dans votre livre qu'il n'y a pas un seul, mais 5 courants contradictoires. Vous pouvez nous en dire plus? Oui.
Alors, évidemment, en parlant de la Syrie et de l'Égypte, ben, la question, d'ailleurs, on vient d'en parler nous-mêmes, la question de l'islamisme revient tout le temps. Alors, bon, nous, on s'adresse avant tout à un public européen, et dans les médias européens francophones, l'islamisme, on parle tout le temps d'islamisme, mais vraiment, c'est devenu ce qu'on disait un concept fourre-tout. Oui. On parle des islamistes, voilà, c'est ça, on parle des islamistes en Syrie, des islamistes aux élections en Égypte, des islamistes chez les pirates en Somalie. Et finalement, on se rend compte que islamiste, ça recouvre des choses très diverses. Et donc là, ben, Mohamed Hassan a voulu lui apporter un peu quelques précisions. Il distingue cinq courants avec parfois des intérêts totalement contradictoires. Donc on peut peut-être les énoncer. Il y a tout d'abord ce qu'il appelle les traditionalistes. Donc ça c'était par exemple Omar Al-Montar en Libye ou Abdelkader en Algérie, qui étaient en fait engagés dans la lutte anticoloniale et qui se servaient de l'islam en fait pour, comme instrument de lutte pour mobiliser notamment les populations contre les puissances coloniales, parce que les puissances coloniales venaient un peu bousculer les traditions des peuples colonisés. Donc on les appelle les traditionalistes. Alors après, il y a, je vais reprendre dans l'ordre, je vais reprendre la table de matière pour pas me tromper. Oui, alors après il y a les réactionnaires, donc ça c'est l'Arabie Saoudite principalement, et je vous ai déjà expliqué donc au début comment ils se sont développés et comment aussi cette vision de l'islam est devenue dominante au Moyen-Orient malheureusement. Alors après il y a les frères musulmans, où là on a vu ils ont d'abord commencé sont engagés dans la lutte anticoloniale, puis après ils ont complètement retourné leur veste et sont devenus en fait, soumis, voilà, soumis aux intérêts des puissances néocoloniales, mais notamment des États-Unis. On peut rappeler d'ailleurs, parce que les frères musulmans au début, et notamment en Syrie aussi, ça c'est intéressant, donc dans les années 80, quand il y a eu un mouvement de révolte en Syrie, les frères musulmans avaient développé tout un programme pour leur révolution, si jamais ils parvenaient à renverser le pouvoir. Et là, il y a un programme qui parle de justice sociale, qui dit qu'il faut développer une économie nationale, souveraine, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, avec Morsi, on était vraiment très très loin de ça. Morsi n'est resté qu'un an au pouvoir, mais il avait déjà entamé des négociations avec le FMI pour obtenir un prêt. Il aurait appliqué toutes les mesures habituelles d'austérité, des mesures néolibérales qui auraient permis au multinational de continuer à privilégier. Donc là, les frères musulmans, il faut, je vais juste en rentrer dans les détails, expliquer que c'est un mouvement très complexe qui a vraiment évolué avec le temps et qui aujourd'hui encore, on parle de Morsi, évidemment, Morsi représente la direction des frères musulmans en Égypte. C'est une vaste organisation politique qui, comme toute grande organisation politique, est traversée par différents courants. Donc il faut savoir aussi qu'à la base des frères musulmans, il y a des courants plus progressistes, mais que, voilà, actuellement, c'est pas la France la plus progressiste qui domine le parti. Alors après, on parle des islamo-nationalistes, donc ça c'est le Hezbollah et le Hamas principalement, avec le fait que, évidemment, l'islam est une composante essentielle de leur combat politique, mais ils se sont rendus compte en fait que la lutte nationale était prioritaire par rapport à leur projet d'islamisation de la société. D'accord. Tous les islamistes qui veulent faire ça. Et ainsi, on voit que tant le Hamas que le Hezbollah, enfin le Hamas est un peu en train de changer, mais le Hezbollah en tout cas a dit on va d'abord combattre pour tout le Libanais, pour libérer le Liban et combattre Israël, et pas juste en tant que musulmans chiites. D'accord. Et enfin, il y a les djihadistes dont on a déjà parlé. Les djihadistes, donc ils se sont développés comme je vous l'ai dit. Et oui, ça on peut peut-être aussi préciser que Mohamed Hassan estime que Al-Qaïda des années 80 et après l'Al-Qaïda de Ben Laden en fait n'a plus rien à voir avec la Al-Qaïda d'aujourd'hui. C'est-à-dire que bon, Ben Laden avait quand même retourné contre les États-Unis après, il ne reconnaissait pas la famille royale d'Arabie Saoudite, il parlait toujours d'Arabie plutôt que d'Arabie Saoudite. Or, il dit que l'Al-Qaïda d'aujourd'hui
s'attaque avant tout, en fait, son principal ennemi, en fait, les États nationaux arabes laïcs de la région, et que pour parvenir à l'objectif de renverser ces États, n'hésite pas à s'allier avec les ennemis d'avant de l'Al-Qaïda de Ben Laden, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, les États-Unis, etc. Et même Israël. Et même Israël, c'est ça, oui. Donc là, il y a un changement. Ceci dit, bon, là, il y a plusieurs théories sur le sujet. Il y en a qui disent que ce sont juste des marionnettes, des agents des États-Unis et de leurs alliés dans la région. Mohamed Hassan apporte quand même quelques nuances, ça dépend des groupes. Mais il dit qu'il y a aussi, en fait, il dit que ce sont des opportunistes, c'est-à-dire qu'ils font une alliance temporaire pour le moment avec ces pays-là, mais qu'ils ont évidemment toujours leur propre agenda, qui est de rétablir un califat dans toute la région. Donc, il n'est pas impossible qu'ils se retournent après contre la famille royale. Il y a déjà eu des signes, d'ailleurs, de contradiction entre certains mouvements djihadistes et l'Arabie Saoudite. Et on voit que je pense aussi du côté de l'Arabie Saoudite, ils ont un peu peur que le mouvement qu'ils ont soutenu leur échappe. C'est aussi valable pour les États-Unis. Donc ils sont en train maintenant de retirer leur soutien et on voit que les États-Unis se sont engagés dans une guerre contre l'État islamique. Là, et voilà, en gros, ils ont aussi peur d'un côté que la situation leur échappe. D'un autre côté, on peut ajouter que, enfin je ne sais pas si vous aviez une question sur ça après, sur l'État islamique. Non. Mais que finalement cet État islamique est un ennemi assez utile pour les États-Unis dans la région. C'est-à-dire qu'ils les ont soutenus, maintenant ils les bombardent. Mais bon, et en même temps, les États-Unis ne les attaquent pas vraiment là où ça fait mal. Exactement. Envoyer des bombes, c'est pas comme ça qu'on va mettre, on va renverser l'État islamique. Ce pays, ce pays, non, c'est pas un pays, cette organisation tire aussi sa puissance de ses rentrées financières. Exactement. Notamment le trafic de pétrole, toute une série, voilà. Et là, on voit que les États-Unis ne les attaquent pas, alors que beaucoup de gens disent c'est avant tout là qu'il faudrait les attaquer. S'ils sont les attaqués à cet endroit-là, ils ne s'attaquent pas longtemps. Donc, ce qui est possible aussi, c'est que les États-Unis s'accommodent très bien de la situation actuelle, qui est en fait de laisser pourrir un maximum la situation, maintenir le statu quo. Et il est probable aussi, évidemment, on n'a pas de note de certifié pour dire voilà, les États-Unis veulent faire ça. Hein, on peut juste analyser la situation et imaginer ce qui pourrait se passer. Mais il est probable aussi qu'en laissant pourrir la situation, les États-Unis veulent parvenir à un morcellement, à une balkanisation du Moyen-Orient. C'est un projet dont ils ont déjà parlé plusieurs fois. Exactement. Israël, on en parle aussi. Et l'avantage qu'ils auraient tiré de ça, c'est que si vous avez un petit califat sunnite, un État chiite, une autre république nationaliste arabe, etc. Mais tous des petits interlocuteurs en fait dans la région. Évidemment, ils sont beaucoup moins faibles, ils sont beaucoup plus faibles. Ils ne vont pas se mettre d'accord ensemble pour résister à l'agression, etc. C'est en fait l'application de la stratégie divisée pour régner. Exactement. La stratégie coloniale qui remonte à plus longtemps. Donc on peut même ajouter que au milieu d'un État sunnite, d'un État chrétien, d'un État chiite, etc., un État juif, finalement, ça ne fera plus trop tâche. Et donc là, je pense aussi que du côté d'Israël, il y a un certain avantage à voir cette balkanisation de la région. On y arrive. Des analystes en géopolitique s'accordent à dire que les États-Unis sont une puissance en déclin. Ils se basent beaucoup plus sur l'ébranlement du système capitaliste et puis l'impossibilité pour les États-Unis de lancer des guerres conventionnelles comme elles faisaient avant. Peut-on connaître votre avis là-dessus ? Effectivement, les États-Unis traversent une crise très importante. Il y a plusieurs éléments à ça. Donc il y a évidemment la crise économique, du système capitaliste. Il y a aussi le passage d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Donc il y a eu la guerre froide qui est restée pendant très longtemps. Et après la chute de l'Union soviétique, on pensait que les États-Unis allaient dominer le monde. Ils n'ont pas pu empêcher, ou s'ils ne l'ont pas vu, ça je ne sais pas, c'est qu'il y a eu l'émergence d'autres puissances importantes, donc les BRICS. Les BRICS, oui. Ouais, c'est ça. Donc ici, aujourd'hui, principalement, le problème, c'est la Russie et la Chine. La Chine. Et là, on est en train de passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Multipolaire. Tous ces pays sont assez puissants pour pouvoir faire entendre leur voix. S'il n'y avait pas eu la Russie et la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU,
il y aurait sans doute déjà eu une intervention en Syrie, en Syrie, oui. justement. Donc, il y a ça. Et alors, il y a évidemment le fait que la guerre en Irak et en Afghanistan ont été des fiascos. Et donc, aujourd'hui, voilà. Mais ceci dit, comme je vous l'ai dit, malgré le fait qu'ils soient en déclin, les États-Unis ne peuvent pas renoncer à leurs prétentions sur le Moyen-Orient, parce que faut comprendre aussi qu'est-ce qui amène les États-Unis à vouloir faire des guerres dans le Moyen-Orient pour contrôler les ressources, etc. Donc ça, c'est ce qu'on analyse un peu dans le bouquin, finalement. C'est l'impérialisme, en fait. C'est l'impérialisme. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est la conséquence, finalement, logique du capitalisme qui font que les multinationales des États-Unis sont en concurrence avec les autres multinationales dans le monde. Les États-Unis, en tant que puissance économique, sont en concurrence avec les autres pays et les autres puissances économiques du monde. Et le capitalisme, la concurrence, c'est marche ou crève. On ne peut pas dire, OK, je garde juste ce que j'ai là. Quand une entreprise ne fait plus assez de profit, soit elle fait faillite, soit elle est rachetée par une plus grosse, etc. Et donc, par la force des choses, ils sont toujours obligés de vouloir chercher à trouver un bon marché aux matières premières, à la main-d'œuvre, à contrôler des régions stratégiques, etc. Et donc, malgré les fiascos d'Afghanistan et d'Irak, les États-Unis n'ont pas renoncé à leurs prétentions au Moyen-Orient, ils ne le peuvent pas par la force des choses. Mais c'est le retour du soft power, donc on passe par des groupes sur place, ici en l'occurrence des mouvements djihadistes, pour essayer de continuer à dominer les choses. Il faut rajouter aussi un dernier point, c'est que l'histoire nous montre qu'un empire en déclin peut parfois se montrer plus dangereux qu'un empire puissant. C'est vrai. Comparer ça avec un animal sauvage qui est blessé, beaucoup plus agressif qu'un animal qui se porte bien. Oui. Vous dites dans votre présentation du livre qu'il faut vraiment comprendre les intérêts derrière toutes ces guerres si on veut construire la paix. Pensez-vous que l'Occident permettrait la paix, sachant que l'objectif qui se cache derrière ces guerres, et c'est entre guillemets révolution arabe, est de remodeler le Moyen-Orient au profit de l'État d'Israël? Ça ne peut pas se faire dans l'état actuel des choses. C'est pour ça que ce livre, qui s'adresse aussi donc aux Occidentaux, en tout cas au peuple d'Occident, invite à comprendre ces intérêts économiques dont j'aime parler, c'est l'impérialisme, pour dire voilà, si on veut la paix dans le monde, il faut aussi qu'il y ait un changement dans nos sociétés occidentales. Si on continue à vivre dans des sociétés où c'est la recherche profit maximum qui dicte toutes les décisions politiques, il n'y aura pas de changement. Donc, et pas de paix. On essaie de prendre conscience de ces intérêts-là pour dire qu'il faut aussi un changement dans nos sociétés, indispensable pour qu'il y ait un changement au niveau des relations internationales. Ma dernière question, c'est par rapport aux événements de Charlie Hebdo. Le journaliste Giulietto Chiesa, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ex-député européen. C'est un journaliste italien. Et affirme que les événements du 11 septembre et ceux de l'attaque contre Charlie Hebdo sont similaires. Les attentats et beaucoup le disent, les attentats du 11 septembre ont justifié la guerre des États-Unis contre l'Irak. Pensez-vous que les attaques terroristes qui ont ciblé Paris ne seraient-elles pas le prélude d'une guerre contre la Syrie? En tout cas, d'une guerre contre l'État islamique qui est déjà engagée. Maintenant, il faut voir si... écoutez ça, il faudrait voir un peu la situation. Il faut voir s'ils ne vont pas passer la vitesse supérieure dans la guerre contre l'État islamique en disant maintenant on ne se contente plus de bombarder les positions de l'État islamique, on bombarde les positions de tous les djihadistes où qu'ils soient, et donc ils pourraient aussi bombarder la Syrie. Mais encore une fois, la situation entre le 11 septembre 2001 et aujourd'hui a fortement évolué. Et pour bombarder la Syrie, il faudra aussi obtenir l'accord de la Russie et de la Chine, et ça je ne pense pas qu'ils l'auront. J'espère vraiment, ce qu'on explique aussi dans le livre, c'est que la guerre en Syrie et même la guerre contre l'État islamique, la solution ne peut être que politique. Donc j'espère vraiment que l'Occident ne passerait pas au-dessus du veto des Russes et des Chinois, parce que là ça peut vraiment nous amener vers un conflit très grave. Très très grave, oui. Donc très très grave. Donc voilà, j'espère que la raison quand même parviendra à se faire entendre.
et qu'on ne cherche pas vraiment une solution politique si vraiment on veut la fin de la guerre. Encore une fois, tout dépend aussi des véritables intentions des puissances qui sont impliquées là-dedans. Je pense beaucoup à l'OTAN. Si on veut vraiment la guerre, il est temps de se mettre autour de la table pour trouver une solution politique. Maintenant, si on veut que la situation dégénère et que le Moyen-Orient reste un brasier, il faut continuer comme ils font. Ouais. On peut voir aussi là que malgré leur discours, leur volonté n'est pas vraiment de ramener la paix. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Lallieu.